Ok. Bonjour Hélène, Bonjour Henri. comment vas-tu? Mais très très bien, merci. Merci d'être là. Écoute, pour faire une petite introduction, du coup, Hélène travaille dans l'environnement tech et startup depuis plusieurs années. Tu es toi-même entrepreneuse et cofondatrice d'Expertise, donc un organisme de formation qui aide les entreprises à réussir leur transformation digitale. En plus, vice-présidente de la French Tech Bordeaux, mentor de plusieurs entrepreneurs dans cet environnement-là et startup, bien évidemment, dans le programme Prépa de la French Tech, si j'ai les bonnes informations. Expert du design thinking, un sujet qu'on va aborder bien évidemment. Membre du conseil de développement durable de Bordeaux Métropole, vice-présidente du conseil de l'IUT, de l'Université Bordeaux-Montaigne. J'espère que tu arrives à avoir le temps pour ta vie personnelle parce que franchement, je ne sais pas comment tu fais. Oui, c'est assez riche et complet. Mais Oui. en petite parenthèse pour ma vie personnelle, j'ai trois enfants et un mari évidemment. Et j'ai à la fois l'immense chance d'avoir un mari qui est tout aussi impliqué que moi dans la vie privée, enfant et gestion. Et j'ai enlevé tous les temps de trajet. Et donc, je fais tout à pied à moins de 10 minutes Ah. de mon bureau et ça change radicalement la donne. Voilà. En préparant pour cet échange, je suis tombé sur le TED Talk que tu as fait il y a quelques années, je pense, Oui. où tu parles du fait qu'on pose souvent la question de qu'est-ce que la personne fait dans la vie, en premier lieu, dans une discussion quand on rencontre quelqu'un de nouveau. Et pour toi, enfin, faut poser autre chose. Donc, je ne vais pas te poser la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais te poser deux autres questions. C'est parle-moi de toi et comment tu aimes qu'on te présente. Alors effectivement, tu as tout à fait raison. Je déteste qu'on me mette dans une case ou qu'on mette les autres dans une case et qu'on parle de moi en disant oui, oui, alors c'est une femme entrepreneur. Ben, je suis entrepreneur, point. Ah bah elle peut parler de ça parce que elle a trois enfants ou elle peut parler de ça parce qu'elle connaît ce secteur d'activité. Et en fait, on est tous pluriels quelque part et c'est plutôt effectivement bah, comment on fonctionne. Voilà, bah, sans vantardise, mais j'aime bien effectivement dire que bah, moi j'ai une loyauté indéfectible, j'ai cette curiosité, ce dynamisme qui font que ben, du coup, je m'ennuie jamais. Voilà. Magnifique. Parle-moi de l'entrepreneuriat en France, où on est par rapport à la GAFA. Enfin, je sais qu'en France, on n'a pas quelque chose à comparer à Google ni à Apple, quoi. Mais j'ai l'impression que l'État, il met plein de choses en place. Ça avance dans le sens positif. J'aimerais bien savoir ton point de vue là-dessus. Alors, on est plutôt bon hein, dans l'entrepreneuriat en France. Évidemment, comme tu le précisais, on n'est pas du tout à l'échelle de zones internationales type les États-Unis ou l'Asie. Voilà. Ouais. Parce qu'on a un marché, on va dire, d'expérimentation qui est beaucoup plus faible et par rapport aux autres. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier élément de réponse qui est non négligeable. Après, on commence, mais on revient de loin quand même, à comprendre que on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite quand on est en équipe, ce qu'on appelle pluridisciplinaire. Et on avait quand même, on a un lourd passé, on va dire, bah, justement de gens qui sont formatés parce qu'ils ont fait les mêmes études, les mêmes préparations, ils ont les mêmes diplômes, ils sont allés faire leur stage dans les mêmes entreprises. Après, ils intègrent le même secteur d'activité. Et puis, au bout de 10 ans, ils ont envie de changer, mais on leur dit, ah ben non, parce que vous faites partie du secteur banque assurance, vous n'allez pas venir dans l'agroalimentaire, vous ne connaissez pas, Mm. etc., etc. Et donc, en fait, on reste on s'auto-formate en permanence. Et c'est là, comme ça, on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas voir les choses différemment, parce que je pense vraiment qu'entreprendre, c'est voir les choses différemment. Voilà. Je sais que la French Tech, enfin, le programme Tremplin, si je ne me trompe pas, c'est dédié Mm-hmm. aux personnes qui souhaitent, qui ont des problématiques enfin, à entreprendre. Et du coup, l'accompagnement, il est fait pour eux quand même. Déjà, est-ce que tu Alors, peux me parler du tremplin en soi, m'expliquer tout ça et à qui il s'adresse exactement? alors, le French Tech Tremplin, j'avoue que c'est un programme que je trouve à la hauteur, pour une fois, des enjeux. Voilà. Magnifique. Euh,
En fait, bon, alors, il y a deux parties dans le programme French Tech Tremplin. Il y a une partie, on va dire le French Tech Tremplin 1, pour faire simple, qui s'adresse à des porteurs de projets, des porteurs d'idées, donc qui sont vraiment à un stade très précoce. Et puis, il y a le French Tech Tremplin 2, là, pour le coup, qui s'adresse à, ça y est, des entrepreneurs qui créent leur structure et qui ont besoin maintenant d'être incubés. Voilà. C'est le Early stage prépa et aussi, hein. l'accélération? Exactement, exactement. Mais dans les deux cas, il y a à la fois le fait de proposer une enveloppe budgétaire pour que le porteur de projet ou le chef d'entreprise s'investisse pleinement dans son projet, parce que c'est évidemment quand même un des nerfs de la guerre, hein, c'est l'argent. Donc voilà, donc il y a déjà cette vraie réponse-là. Et évidemment, il y a un accompagnement professionnel fait par des structures existantes qui est de grande qualité. Plus, et c'est tout aussi important, il y a du mentorat fait par des chefs d'entreprise et qui vont apporter ce regard justement très humain de partage d'expérience, de réassurance, d'ouverture de réseau, de conseils. Et c'est très souvent ce qui nous manque. Du coup, les entrepreneurs qui vous appellent ou qui font appel à la French Tech, ils doivent pitcher leur idée. Est-ce que vous acceptez toutes les idées à n'importe quelle maturité? Comment ça se passe par rapport aux projets qui sont présentés à vous et lesquels vous sélectionnez? Alors, là, dans le cadre de French Tech Tremplin, on va dire que ce sont les mêmes, enfin en tout cas moi je fonctionne avec à peu près les mêmes critères que dans n'importe quel autre programme. C'est-à-dire que je vais avoir d'abord une première impression, donc c'est du ressenti. Alors je sais que certains critiquent quand on parle d'impression. Moi je suis convaincue que la phrase là, la première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise, elle fonctionne très bien. Et donc, n'importe quel, on va dire, chef d'entreprise ou créateur, peu importe le stade, à partir du moment où ma première impression, c'est qu'il croit réellement dans son idée, évidemment, elle peut ne pas être, suivant le stade, elle peut ne pas être aboutie, sinon il n'aurait pas besoin de pitcher de toutes les façons, sinon il pitcherait directement devant des investisseurs. Donc, mais il faut qu'il y croit dans cette idée. Cette idée, c'est quoi? Cette idée, elle va résoudre un problème rencontré par des clients. Donc, il ne s'est pas dit, tiens, j'adore la blockchain, tiens, si je faisais tel produit. Non, parce que la tech n'est jamais une finalité en soi, c'est un moyen de résoudre un problème. Et c'est ça, d'ailleurs, l'innovation. Il faut qu'en toute humilité, on puisse se dire, j'ai compris avec empathie tel type de client auquel j'ai envie de m'adresser et je trouve le moyen de résoudre son problème. Et il n'y a que lui qui peut me dire si c'est une bonne solution à son problème ou pas. Personne d'autre. Très bien. Pour retourner sur ton rôle en tant que mentor dans ce programme, est-ce que c'est toi, personnellement, si quelqu'un est mentoré dans ton équipe à toi, est-ce que c'est plus un accompagnement sur la technique de construction de l'entreprise, du business model, etc., ou plus tu travailles sur le côté motivation et lui, il va trouver via le reste des choses que vous mettez en place comment aboutir techniquement à ce qu'il a envie de faire? En fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que quand on est mentor, alors que ce soit voilà, French Tech Tremplin ou dans les launchpads de Google ou divers dispositifs comme cela, quand on est mentor, évidemment qu'on a des spécificités. Moi, je vais plutôt bien connaître toute la partie du Canvas, donc avec les business model Canvas, à poser les bons fondamentaux. Donc ça, je vais pouvoir guider pour que le porteur de projet puisse le réaliser. Mais il y a bien évidemment aussi cette capacité à poser des questions, en fait. Et c'est ça qui est primordial quand on mentor. On n'est pas là pour pour prêcher la bonne parole. On ne sait pas mieux que la personne qu'on a en face de nous, bien au contraire. Okay. En revanche, il faut que nous, on sache poser les bonnes questions et que du coup, on fasse émerger chez lui le fait que soit il n'a pas les bonnes réponses et on peut l'aider à aller chercher les bonnes réponses, oui. Ou des réponses tout court d'ailleurs, qui ne sont pas forcément les bonnes, mais en tout cas des réponses. Soit il prend conscience qu'en fait, il sait déjà des choses et du coup, on le rassure. Enfin, voilà, il y a presque du coaching aussi individuel indéniablement.
Mais donc, il y a à la fois de l'humain et à la fois de l'expertise métier diverses et variées qui va être nécessaire de toutes les façons dans cette démarche-là. Euh, je bascule sur un autre sujet qui est d'actualité aujourd'hui, enfin, qui est d'actualité depuis 20 ans en France, en tout cas, la transformation digitale. On entend tous parler et souvent les gens, moi-même inclus, certaines fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, on ne peut pas digitaliser ce truc-là, quoi. Des fois, je ne comprends pas de quoi ça s'agit. Déjà, j'ai envie de savoir ta définition de qu'est-ce qu'une transformation digitale, que ce soit dans une entreprise, dans un écosystème, dans une start-up, ou etc. Alors, je vais être brusque. En Ok, fait, le terme transformation digitale ne veut pas dire grand-chose, en fait. ok, Voilà. Donc, il est tout à fait normal que ce ne soit pas clair pour personne, en fait, hein, puisque ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est mieux que quand on parlait il y a une vingtaine d'années, on va dire, de révolution numérique, où là, je trouvais ça catastrophique parce que ça sous-entend qu'on passe d'un état A à un état B, voire C, ouais, alors que pas du tout. Hein. On sait qu'on est juste au début de l'escalier et on ne sait absolument pas combien de marches on va devoir gravir si tant est qu'il y a un palier au bout. Donc le terme transformation est beaucoup plus adapté, à mon sens. Mais effectivement, ça ne veut rien dire. Beaucoup d'entreprises ont voulu se transformer, entre guillemets, en digitalisant. Comment? Au moyen de l'installation, l'implémentation d'un outil, alors type CRM, ou tiens, si je me mettais à faire du e-commerce, ou peu ouais. importe après, mais bref, c'est de la digitalisation au travers d'un outil. Et là, évidemment, c'est un échec cuisant. Donc, pour moi, la transformation digitale, si on devait non pas donner une définition, mais plutôt expliquer autant que possible ce qu'on met derrière, c'est qu'effectivement, l'impact du digital permet notamment, ou nécessite plutôt d'ailleurs, d'accélérer. D'accélérer pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une diversité et une quantité astronomique d'offres diverses et variées, que ce soit en B2C ou en B2B. Il y a évidemment tous les clients potentiels ont cette capacité à aller chercher des produits ou des offres qui viennent d'autres pays. Ils ont la capacité d'aller chercher les informations, de comparer, etc. Donc, bien sûr qu'ils vont être plus exigeants et ils vont être moins fidèles a priori. Et justement, parler de réinventer, je reprends tes mots dans l'un de tes articles, en fait, se réinventer quand ça marche encore très bien, avec un point d'interrogation, c'est Mhm. intellectuellement compliqué et financièrement très difficile. Mais la question, c'est est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui? Là, ce serait un peu condescendant de dire que c'est une nécessité, mais je pense quand même que ça se rapproche. Ok, Ça se rapproche, encore une fois, hein, tout s'accélérant. Si on reste quelque part, et c'est souvent le risque, si on reste sur notre marché qui se passe bien et on arrive à avoir un bon chiffre d'affaires et qu'on ne se remet pas en question et qu'on n'est pas du coup, encore une fois, à l'écoute parce que nos clients et nos prospects, eux, en revanche, ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Eux, leurs comportements peuvent évoluer, changer, s'exacerber, parce qu'il y a des nouveaux concurrents, parce qu'il va y avoir des nouvelles technos, parce qu'il y a un impact sur les usages, etc. Donc, de toutes les façons, si nous, on ne change pas, ceux à qui on s'adresse changent. ok. Donc, forcément, ça ne peut pas être pérenne. Ça peut fonctionner à un moment, mais ça ne peut pas être pérenne. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, ça frôle la nécessité. Tout le monde, ou quasiment, connaît l'histoire de Kodak. C'est Kodak qui a été tué par l'appareil photo numérique et c'est Kodak qui a inventé la photo numérique. Voilà, mais sauf que les enjeux pour transformer l'entreprise était financièrement injouable, puisque effectivement l'entreprise était structurée, Bien sûr. organisée avec en DAS, entre guillemets, voilà, en domaine d'activité spécifique, sur la pellicule. Donc il y avait une remise en question tellement importante, et donc du coup avec des enjeux, notamment financiers, tellement considérables, que du coup ils ne l'ont pas fait, sauf que ça les a tués. C'est alors, on va dire, quand on dit qu'on peut aller avec la transformation digitale, si on le fait bien, on peut aller vite et loin à plusieurs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, en ayant une équipe pluridisciplinaire, en comprenant avec empathie nos clients pour comprendre les problèmes qu'ils rencontrent et voir ce qu'on peut résoudre, effectivement, on arrive à innover. Et donc, moi, je dis toujours qu'il faut, savoir comment on le fait. Il faut utiliser les bonnes méthodes. Et donc, les bonnes méthodes pour faire ça, c'est justement les méthodes de travail dits collaboratifs. Dans ces méthodes de travail dits collaboratifs, il y a en gros la grande famille du Lean avec toutes ses déclinaisons, la grande famille de l'Agile avec toutes ses déclinaisons aussi, et la grande famille du Design Thinking avec le Design Sprint, qui est une méthode que j'affectionne particulièrement puisque elle a été instaurée par Google et à la D-School, on va dire à l'université de Stanford. En fait, le Design Thinking pour moi est la meilleure méthode pour justement innover, puisque une équipe pluridisciplinaire résout une problématique complexe. Les problématiques complexes, elles peuvent être évidemment de l'ordre d'un lancement de produits ou de services, d'un plantage de projet à un moment, d'une problématique d'organisation ou de stratégie. Enfin, tout ça, ce sont des problématiques complexes. Et une problématique complexe, par définition, puisqu'elle est complexe, c'est qu'en fait, elle ne peut pas avoir qu'une seule solution. Et du coup, le design thinking, il permet justement de se dire comment on fait pour résoudre cette problématique complexe. Eh bien, comment on fait? On va d'abord partir de l'étape de compréhension. Ensuite, alors que là, tous les outils d'empathie. Et ensuite, on va faire de l'idéation pour réussir à créer des hypothèses de solutions. Et le design sprint, je disais qu'il avait été mis en place par donc c'est les designers du fonds d'investissement du groupe Alphabet, les designers de Google Venture, qui effectivement ont dit nous on utilise le design thinking puisque nous sommes voisins de l'université de Stanford, donc nous sommes nés avec la D-School, et nous utilisons, et c'est parfait pour accompagner les projets innovants, qu'ils soient internes ou externes au groupe Alphabet, mais on a besoin de savoir plus tôt, plus vite, si c'est une bonne ou une mauvaise hypothèse de solution. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il faut, d'où cette nécessité d'accélérer. Et donc, ils ont conçu le design sprint. En fait, ils sont repartis, on va dire, à 80% du design thinking. Et puis, ils ont rajouté 10% de lean et 10% d'agile. Et ils ont pris ce qu'ils estiment de plus efficace pour qu'une équipe ensemble puisse résoudre cette problématique complexe. Et ils ont agencé d'une telle façon qu'en fait, en 5 étapes, qui sont les 5 étapes principales du design thinking, en 5 étapes, une équipe projet résout une problématique complexe. Sauf que ces 5 étapes-là, c'est maximum 5 jours. Justement, pour pouvoir se dire, mon hypothèse de solution, elle a été choisie par l'équipe à la 3e étape, pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise hypothèse, il faut absolument que je la confronte à mes utilisateurs finaux. Et donc, pour la confronter, il faut que je puisse la prototyper, donc ça c'est l'étape 4, et ensuite la tester auprès de vrais utilisateurs, l'étape 5, et en fonction de ces retours clients que l'équipe va avoir, de ces feedbacks, pour reprendre ce terme anglais, eh bien, on va pouvoir prendre des décisions. Donc, confirmer si c'est une bonne hypothèse avec les premières améliorations qu'on aura eues issues de ces feedbacks-là, ou est-ce qu'en fait, on repart à l'étape 3, l'hypothèse de solution choisie par l'équipe n'est pas la bonne. Très bien. Comment les gens peuvent suivre ton activité? Comment ils peuvent connaître par rapport à ce que tu fais, que ce soit LinkedIn, les sites, c'est ton moment. Alors, moi, j'anime pas mal d'ateliers justement pour entre pairs, on va dire, ou de conférences pour justement partager nos pratiques, nos expériences, nos méthodes, nos façons de faire. Donc déjà, tous ceux qui, par exemple, j'ai donné pas mal de conférences d'ateliers dans des conférences agiles. Voilà. Après, je suis évidemment assez présente sur les réseaux sociaux. Et puis de temps en temps, je vais en préférer un plutôt qu'un autre. Alors en ce moment, je préfère Twitter à LinkedIn. mais je suis assez active aussi. Et puis de toute façon, mes coordonnées sont parfaitement publiques. Donc comme tu as pu le constater, j'aime bien discuter. donc la porte est ouverte. Voilà. Du coup, c'est plus une question, je te laisse le mot de fin. Ce que tu as envie de dire.
Alors, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est génial. Et il faudrait juste euh, être un tout petit peu plus, on va dire, acculturé, proche des entrepreneurs pour redonner envie à tout le monde, en fait, d'être entrepreneur à un moment dans sa vie. On n'est pas entrepreneur pour le rester pendant 40 ans. On n'est pas dans la bonne case. On n'est pas là pour gagner de l'argent au bout de 3 mois, 6 mois et détester son équipe. Bref, je trouve qu'en France, il y a une image de l'entrepreneur qui est facilement faussée et qui peut freiner certains. Alors que l'entrepreneuriat, c'est juste penser les choses différemment et essayer d'apporter des réponses. Et ça, je trouve ça génial et c'est évidemment ouvert à tous. Voilà. Magnifique. Merci Hélène. Merci beaucoup Merci à d'avoir toi.